Mais un enfant pose ces questions et c'est souvent, enfin, un enfant à partir de 3-4 ans, quand l'enfant a des pourquoi, et ben, ces pourquoi, ils sont vraiment pas idiots, quoi. Donc, ils ont la naïveté d'une certaine façon, mais aussi l'acuité. Euh, voilà, pourquoi on fait ça. Et en particulier, questionner les pourquoi sur tout ce qui nous fait du mal, quoi. Tu vois, j'évoquais tout à l'heure ça sur la fainéantise ou la Mhm. paresse. De la même façon, quand on fait quelque chose, c'est bien de s'interroger sur le pourquoi on le fait, même si on le fait. Je veux dire, est-ce que j'ai besoin de me taper ce boulot-là? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça a un sens? Et ça, on peut se le poser en permanence sur tout ce qu'on fait, quoi. Tu vois, et je pense que apprendre à dire pourquoi, c'est effectivement un muscle qu'il faut entraîner tous les jours. Donc, tu fais 10 ans avec ce projet de Vianney-là que tu lances avec ton cousin. On peut le citer, son fondateur, Emmanuel Manuel Nardin, Nar. ouais, un grand designer. Ah. Et comment est-ce que vous lancez? Parce que ça reste quand même du hardware. J'ai reçu Fred Potter sur le podcast et Fred Potter, il a une bonne expérience en ce qui concerne le hardware. Il dit justement que ben, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas minimum 5 millions pour les premiers protos, ne te lance pas dans le hardware, va faire autre chose. Donc, toi, de ton côté, est-ce que c'est un point que tu avais anticipé à la base et comment est-ce que tu lances tout ça? Bah, c'est une bonne question. Effectivement, le hardware, c'est hard, quoi. Et Là, donc, c'est vrai. c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, C'est d'ailleurs. dur. C'est facile. Donc, voilà. Et c'est cher. Et c'est toujours plus cher que ce que tu crois. Et c'est toujours plus compliqué que ce que tu crois. Voilà. Tout ce qu'il faut pour Euh, motiver les gens pour se mais lancer, là. c'est. Voilà. Mais non, mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est. Voilà, c'est sortir des produits, faire tourner une usine pour produire des produits aussi jubilatoires que des appareils qui font, tu vois, qui envoient de la musique et qui l'envoient avec ce degré d'impact, de précision, tu vois, c'est Ouais. jubilatoire, quoi. Donc, euh, enfin, si c'était à refaire, je le referais. Il y a des choses que je ferais peut-être un peu différemment, mais je referais ça parce que c'est C'est de la extraordinaire. chirurgie quelque part. Un peu. En fait, si tu veux, il y a un point, très simple à comprendre, c'est que en fait, quand t'as du hardware qui quitte une usine, il doit quitter dans un état dans lequel, sans que tu interviennes dessus à nouveau, ce produit va fonctionner, va durer sans panne et garantir au client le service qu'il peut attendre de ce produit-là. Évidemment, quand tu fais du software, bah, le produit il continue à être là. On peut télécharger une version nouvelle. Tout ça il n'y a pas, il y a pas de coût, il n'y a pas de pièces détachées, il n'y a pas de, voilà. Donc le hardware, il doit être parfait au moment où il quitte l'usine. Et d'autant plus que dans une usine de hardware, tant que ton produit n'est pas parfait, il y a zéro produit qui sorte. C'est-à-dire, c'est pas quand mon produit est à 70% bon, il y a 70% des produits qui sortent, et quand il est à 99%, 99% sortent. Tant que le produit n'est pas à 100% bon, il n'y a pas un produit qui sort. Donc ça suppose que tu sois capable d'assembler toutes les compétences, les savoir-faire, tout ce qu'il faut pour que, à un moment donné, quelque chose de parfait, enfin, sans défaut Mhm. connu, sortent effectivement et permettent de débloquer l'ensemble de la production, quoi. Et donc, et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que dans le monde réel,
dans le monde du hardware, euh, tout merde tout le temps, quoi. Mais tu as des problèmes tout le temps. Tu as des problèmes tout le temps parce que enfin, en particulier quand tu veux être innovant, si tu veux, faire les choses différemment, non pas pour faire différemment, mais parce que le faire comme tu l'envisages apporte une valeur supplémentaire en termes de qualité, d'esthétique, de durabilité, d'impact émotionnel, etc., etc. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est effectivement c'est compliqué. Pour ce projet-là, pour les débuts, tu as pu financer le lancement ou tu étais obligé de faire rentrer dès le départ des financiers? On a fait très vite rentrer des financiers. On a levé globalement à l'époque progressivement jusqu'à 160 millions d'euros. Donc pour l'époque, c'est beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que tu avais déjà eu à Euh, faire? En tout cas, des premières non, levées. Ça veut dire même pour les levées, c'est des trucs que tu as fait dans le tas, comment faire ton deck et tout ça, tout le truc. non, mais j'avais été Hum, consultant, donc si tu veux, c'est pas ça qui me faisait très peur. Après, le marché était beaucoup moins structuré qu'il est aujourd'hui. Donc, tu vois, nous, on a commencé à lever au début de 2010. hum. Donc, c'est en pleine crise financière, à une période très, très compliquée pour lever de l'argent. On a levé au début 3 millions d'euros auprès de particuliers en crowdfunding. Ça n'existait pas à l'époque. Tu vois, Crowdfunding, oh. on a levé auprès de 80 personnes, enfin 40 puis 80 personnes. Mais ça n'existait pas, personne faisait ça à C'est pas un l'époque. casse-tête pour manager tout Euh, ça, 80 personnes. oui, mais tu vois, c'était des investisseurs individuels qui sont souvent plus faciles à manager que certains fonds d'investissement ou investisseurs. Donc, c'était pas forcément, non, c'était pas forcément une Hum. galère. Voilà. Et puis après, on a fait rentrer les investisseurs professionnels et on a structuré une gouvernance ce qu'on n'avait pas fait avant. Enfin, tu vois, voilà, je pense, initié pas mal de choses qui ont été faites après. Voilà, on a été je pense, des pionniers euh, dans l'écosystème de la tech française, hein, pas tout Mhm. seul, hein, il y en a bien d'autres. Mais je pense qu'on a été assez pionniers dans, en matière d'ambition du projet, en matière de levée, d'innovation, etc., etc., quoi. Avec De Vialet, tu as quitté De Vialet en 2018. Ouais. Et c'est quelque chose que tu peux parler. Pourquoi est-ce que tu as quitté? Ah ouais. Ah oui, je peux dire pourquoi j'ai quitté, oui. J'écoutais parce que ça faisait presque 12 ans que c'était quand même très, très, très lourd, hein, donc épuisant. En plus, on avait une gouvernance assez dysfonctionnelle. On avait levé beaucoup d'argent avec quelques investisseurs qui étaient assez problématiques dans leur comportement. Et moi, j'avais très envie de passer à autre chose. Moi, je suis un créateur, si tu veux, je suis pas un salarié ou je sais pas obéir, quoi. Tu vois, dès lors que on me demande de faire des choses auxquelles je crois pas, je suis incapable de le faire. Ça me simplifierait la vie, mais je sais pas faire. Donc de ce côté-là, je suis indécrottable, quoi. Euh, et puis j'avais très envie de travailler sur ce projet environnemental. J'ai d'ailleurs pas pris beaucoup de Donc vacances. tu l'avais déjà en tête même avant de C'est- quitter. Ouais, ouais, même avant de partir, donc je savais ce que j'allais faire. Enfin, je savais que j'allais faire et que je savais ce que j'allais faire. Donc, il fallait que j'ajuste mon projet et que je vois
comment j'abordais le sujet, ce que j'ai évoqué tout à l'heure au début. Mais, mais voilà, je pense qu'il était Ça t'a temps pas tenté de. d'essayer de vendre ce business-là? Ah, mais je pouvais pas vendre seul. Moi, j'ai vendu mes parts et je suis parti, quoi. Tu vois, donc. Ah, t'étais plus dans une Euh, position, en tout cas du point de vue des droits ou des actions, où tu pouvais pousser une vente comme une exit. non, non, tu sais, on avait levé 160 millions, ce qui est. Voilà, donc on était bien dilué. Voilà, sinon, je pense que les choses auraient été autrement. Mais tu sais, je regarde pas trop. Enfin, je pense que j'ai appris un certain nombre de choses à ce Mhm. moment-là, mais je regarde pas trop en arrière. Enfin, enfin, il faut apprendre des choses qu'on a faites pas bien, ou voilà, à chaque fois qu'on se trompe, c'est là où enfin, il faut tenir compte de ça. Donc, je n'oublie rien. Tu vois, je Euh, n'oublie rien des aspects positifs ou des aspects C'était négatifs. dur de sortir parce que c'est quand même ton bébé. Ok, il y a plein d'investisseurs qui sont rentrés